bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire Actuelia, Afor Climat et BRED. Alors, l'objectif de notre webinaire est de parcourir les, euh, les contraintes qui s'imposent aux assureurs, aux mutuelles, au regard de développement durable, et également de faire intervenir notre expert de la BRED sur l'exhaustivité des actifs verts qui peuvent exister, qui peuvent être à la main aujourd'hui des compagnies d'assurance et des mutuelles. Donc, notre propos sera découpé en 3 phases. Première partie, je prendrai quelques minutes pour vous parler du cabinet Actuelia. On a un certain nombre d'acteurs qui participent au webinaire qui ne nous connaissent pas. Ensuite, on aura une deuxième partie qui présentera l'article 173 et les contraintes qui sont imposées aux mutuelles et compagnies d'assurance. Et une troisième partie qui détaillera, donc, grâce à Daniel Edan de la BRED, l'ensemble des titres verts qui peuvent être aujourd'hui à disposition des acteurs du marché. Donc, du coup, première partie, très rapidement, le cabinet Actuelia. Alors, nous sommes un cabinet d'actuaires, on est composé d'une trentaine de consultants, on accompagne une centaine de clients, nous sommes 3 associés, nous sommes attachés à des valeurs de partenariat, de pédagogie, de pragmatisme également dans nos missions, et nous avons une croissance moyenne d'à peu près 20%. Nous intervenons beaucoup sur les problématiques liées à Solvabilité 2, des problématiques réglementaires, que ce soit du pilier 1, du pilier 2 et les parties narratives pilier 3. Quand on parle de pilier 2 et d'ORSA, en termes de gestion des risques, on a pu être confronté à des problématiques d'allocation d'actifs, à des ORSA exceptionnels ou à des analyses d'opportunités et de risques sur des titres financiers. Et c'est aussi dans ce cadre-là qu'on a pu s'intéresser aux actifs verts. Nous travaillons également sur des missions plus traditionnelles d'actuariat qui sont des missions de pricing, souscription, tarification et d'inventaire. Depuis 2 ans, on peut renforcer également les équipes techniques de nos clients via la mise à disposition de consultants. Et enfin, tous nos consultants sont très sensibilisés aux problématiques et au sujet de formation des conseils d'administration et des dirigeants effectifs, puisque nous animons pas moins de 200 formations par an à travers différents partenariats et différents types de supports. Nous avons créé un e-learning Solva 2, nous avons créé un business game pour administrateurs sur la stratégie. Donc, les formations font véritablement partie de notre ADN. Je passe un peu vite sur la présentation du cabinet. Il faut avoir juste en tête une chose. Nous sommes dans une logique de développement durable avec nos clients et on essaye de garder ces partenariats sur le long terme. Quelques mots sur le projet Afor Climat. Alors, Afor Climat, c'est une initiative portée par le cabinet et par ses consultants. Notre objectif est de rajouter un peu de vert et de développement durable dans les activités du cabinet. Et pour ça, en fait, on s'est intéressé à 2 volets, un axe interne, un axe externe. Alors, en interne, on a pu travailler sur l'évaluation, la quantification des émissions carbone et nous sommes en réflexion sur la diminution de ces émissions et également de la compensation. On aimerait devenir un cabinet neutre en carbone et donc c'est en bonne voie. On aura l'occasion d'en parler, je pense, dans les prochains mois. On a adapté notre politique achat et on a une vraie réflexion sur la réduction des déchets produits, sachant que pour un cabinet de services, les enjeux sont certes intéressants, mais sont surtout pédagogiques vis-à-vis de nos équipes et c'est surtout vis-à-vis de l'externe que cette démarche de développement durable peut s'inscrire. Alors, en externe, on a travaillé sur des webinaires, on a travaillé sur l'exercice climatique de la CPR sur lequel on a déjà communiqué et aujourd'hui, on se positionne sur les sujets relatifs à l'article 173 qui est une contrainte imposée aux acteurs de l'assurance, mais pas toujours respectée. Et donc, on verra de quoi est composé cet article 173 et qu'est-ce que les mutuelles, les IP et les compagnies d'assurance, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour respecter cet article 173 qui porte
sur les sujets de transition écologique. Et enfin, le dernier point, on accompagne nos clients à travers les sujets comme l'ORSA à redéfinir une sorte de stratégie verte. Et on verra que pour avoir une stratégie verte, il y a un levier qui est assez important, qui est porté sur l'allocation d'actifs. Et l'allocation d'actifs avec une part importante d'actifs verts, finalement, ça a un impact assez fort dans le cadre des objectifs qu'on peut se fixer. Et donc, pour présenter ces différents actifs verts, on a la chance d'avoir Daniel Edan de la BRED qui nous parlera et qui détaillera les différentes catégories d'actifs qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. Donc, avant de donner la parole à Thomas sur la partie article 173, Daniel, je te laisse te présenter aux participants avant de nous exposer le panorama des actifs verts. Bonjour à tous. Donc, je suis Daniel Haïdan. Merci à Actualia pour son invitation. Moi, je travaille à la salle des marchés de la BRED. Je suis opérateur de marché dédié aux mutuelles, aux assurances, aux institutions de prévoyance, c'est-à-dire à tous les gens qui tournent autour de Solvency II. Aujourd'hui, on va parler de green bonds. On ne va pas parler de social bonds, on ne va pas parler d'investissement socialement responsable en général, ni de ESG. Moi, je vais me focaliser uniquement sur les green bonds, les titres qu'on peut acheter en direct en passant par une salle des marchés. D'abord, on va définir précisément ce que c'est, la définition. Ensuite, on va regarder différents types de green bonds et pour cela, je vais vous faire entrer dans la salle des marchés. On va voir des écrans, on va visiter les desks des traders pour voir la spécialité de chacun. Par exemple, on va parler du desk SSA. Qu'est-ce que fait le desk SSA? Qu'est-ce qu'ils font? Il y a beaucoup d'émissions de green bonds dans SSA. On va parler de coco bonds, on va parler d'obligations convertibles, de covered bonds. Et à chaque fois, on va expliquer ce que c'est. Ça fera un petit rappel. On m'a demandé ça. Enfin, on va parler d'un sujet qui passionne les chercheurs, c'est le fameux greenium, le green premium. On va définir ce que c'est et puis on va essayer très pratiquement de voir s'il existe cet avantage à émettre en vert. Voilà, donc on se voit donc dans quelques minutes. Je vous fais remarquer que j'ai mis ma cravate verte, donc tout est prêt et je vous attends à tout de suite. Je passe la parole à Thomas. Merci Daniel. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Thomas Herbin, je suis consultant au sein du cabinet Actuelia et responsable du projet Apport Climat. Donc ensemble, on va un peu parcourir la réglementation qui s'applique aujourd'hui aux organismes d'assurance concernant leur stratégie ESG. Alors, avant de voir cette réglementation, on va se demander pourquoi est-ce qu'il faut réglementer le secteur de l'assurance. Aujourd'hui, on va ensuite détailler en fait ce que c'est qu'une stratégie ESG, puisque on va voir que la réglementation porte là-dessus. On verra concrètement ce que demande la loi aux assureurs et comment les assureurs respectent cette contrainte réglementaire. Et enfin, on verra concrètement, vous, en tant qu'organisme d'assurance, comment vous pouvez respecter cette contrainte. Alors d'abord, le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on les assureurs à définir une stratégie ESG? Bien, tout simplement parce que les organismes d'assurance, aujourd'hui, c'est un secteur économique clé dans notre pays. C'est plus de 200 000 emplois, c'est plus de 200 milliards d'euros de primes et de cotisations collectées tous les ans, ce qui représente à peu près 9% du PIB. Et c'est surtout un investisseur institutionnel, puisque aujourd'hui, les assureurs gèrent en direct, via des fonds, plus de 2600 milliards d'euros d'actifs financiers et immobiliers. Ça représente quasiment le volume du PIB français sur un an. Donc en fait, finalement, cette place d'acteur clé de l'économie et d'investisseur institutionnel donne aux organismes d'assurance une responsabilité très forte sur les thèmes écologiques et sociaux. En plus de ça, on sait qu'historiquement, les assureurs, ce n'est pas seulement des entreprises à but lucratif, c'est même des fois des entreprises à but non lucratif, comme dans le cas des mutuelles. C'est souvent des organismes qui ont un rôle social qui est primordial. Ils vont aller compléter la fonction de protection sociale de l'État. Ils vont aller aider les particuliers à constituer leur épargne et ils vont également avoir une fonction de prévention auprès des particuliers et des entreprises. Donc, on pourrait se demander pourquoi est-ce que les assureurs ne développeraient pas, en parallèle de ce rôle social qui est primordial dans leur ADN, une fonction de développement durable et est-ce qu'ils ne seraient pas en fer de lance du changement vers une économie plus bas carbone.
Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va rappeler ce que sont les critères ESG finalement, parce que quand on pense au développement durable, on va souvent penser aux émissions de CO2 et donc à des mesures environnementales. Finalement, le développement durable, ça va au-delà de critères environnementaux. Ça concerne également le bien-être social et des bonnes pratiques de gouvernance dans un objectif de développement qui est plus humain et d'une richesse qui est mieux répartie au sein des populations. Donc, les critères de gouvernance, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On retrouve des critères comme l'indépendance des conseils d'administration, la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Donc, finalement, toutes les règles qui permettent aux entreprises d'être bien gouvernées, d'être bien dirigées. Sur le volet social, finalement, on va beaucoup s'intéresser au bien-être des salariés, à leur formation, mais également, en fait, on va essayer de s'intéresser à l'ensemble de la chaîne économique en regardant un peu les relations clients, les relations fournisseurs. Finalement, on va essayer d'améliorer le dialogue social au sein de tout l'environnement économique. Et enfin, les mesures environnementales. Alors, on pense souvent aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre qui induisent le réchauffement climatique, mais c'est également des problématiques de préservation des ressources naturelles, comme les ressources en eau. C'est également la préservation de la biodiversité et la gestion des déchets. Alors là, c'est quand même un gros résumé. Il y a vraiment beaucoup d'axes sur les mesures environnementales. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui est en vigueur en termes de réglementation s'appliquant aux assureurs? Eh bien, depuis 2015, on a la publication de l'article 173.6 qui s'applique à l'ensemble des investisseurs institutionnels, y compris les organismes d'assurance, et qui vise à faire que les organismes définissent leur stratégie ESG et communiquent sur les efforts qu'elles réalisent pour rediriger leur investissement vers des activités socialement responsables. Donc, en termes d'exigence, c'est une exigence de reporting. Donc, les organismes d'assurance doivent publier un rapport. C'est une publication qui est obligatoire à partir du moment où on est un investisseur institutionnel, mais c'est également un rapport qui est assez peu contraignant puisque, aussi bien sur la forme que sur le fond, on a des grands axes stratégiques, mais on est assez libre de définir son rapport un peu à l'image de son entreprise et des mesures qu'on prend déjà en interne. Dans les faits, finalement, il n'y a qu'une minorité d'organismes qui rédigent un rapport d'article 173. En gros, c'est un gros tiers des assureurs qui en rédigent un. C'est souvent des gros assureurs qui vont rédiger un rapport d'article 173, par exemple AXA, Allianz, Crédit Mutuel, et c'est des rapports qui font entre 30 et 50 pages. On voit que c'est des rapports assez conséquents et c'est finalement les gros du marché qui le font. Dans ces rapports-là, on va avoir beaucoup de mesures sur la gouvernance, beaucoup de mesures sur le respect du bien-être social, sur l'encouragement du bien-être social, et un peu moins de mesures sur les critères environnementaux. On se rend compte que finalement, les assureurs s'engagent de manière assez prudente seulement sur les critères environnementaux en allant donner des engagements de rénovation de parcs immobiliers ou en allant donner des engagements à ne pas investir dans certains types d'entreprises qui utilisent par exemple le charbon dans leur activité. Donc, maintenant, on va faire un petit sondage qui va vous être adressé. Alors, dans ce sondage, on va essayer de voir quelle vision vous avez aujourd'hui de la stratégie ESG de votre entreprise. Alors, les différentes options sont soit votre employeur, vous le jugez irréprochable en termes de stratégie ESG, c'est-à-dire qu'il met une stratégie ESG qui est complète. Vous pouvez également trouver que votre employeur fait les efforts que vous jugez suffisants ou des efforts que vous ne jugez pas suffisants. Vous pouvez en fait trouver également que votre employeur ne fait pas d'efforts et ça peut vous déranger ou pas vous déranger, ou alors vous pouvez également ne pas connaître les efforts qui sont réalisés par votre employeur. On va attendre un peu les réponses. Donc là, on a à peu près la moitié des participants qui ont déjà répondu. Alors, la grosse tendance, c'est « Mon employeur fait des efforts, mais cela n'est pas encore suffisant ». Encore attendre d'avoir quelques réponses avant de continuer. Alors, on va s'arrêter là. Alors, on a eu une quinzaine de réponses. La grande majorité des réponses, c'est très intéressant, c'est des personnes qui vont reconnaître que leur employeur fait des efforts. Mais pour la majorité d'entre eux, c'est des efforts qu'on juge insuffisants. Alors, on a même un cas où l'employeur est jugé ne pas faire d'efforts sur la stratégie ESG.
Qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui? Ça nous apprend que dans le public aujourd'hui, et je pense dans les gens de notre secteur et même chez les Français aujourd'hui, les critères ESG, les critères environnementaux, ça devient quelque chose de clé pour la stratégie d'une entreprise. Et qu'on est très demandeur en tant qu'employé, en tant que salarié, à ce que notre employeur fasse des efforts. Ça va nous permettre d'arriver sur les intérêts à la publication d'un rapport d'article 173 et plus généralement les intérêts à aller définir une stratégie ESG. Ces intérêts, ils sont de multiples formes. Alors déjà, il y a un intérêt qui est assez évident, c'est un intérêt commercial. C'est-à-dire que définir une stratégie ESG, ça peut devenir un argument commercial, un argument de vente pour les commerciaux des organismes d'assurance, puisqu'on se rend compte que les consommateurs, alors les particuliers, mais aussi les entreprises, sont de plus en plus demandeuses d'avoir des critères ESG et des respects de stratégies environnementales. Ensuite, il y a un intérêt de communication. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on peut essayer de communiquer en externe pour améliorer l'image de l'organisme en tant qu'acteur qui respecte les critères de développement durable, mais aussi en interne, c'est ce qu'on a vu avec le sondage. Et finalement, nous, en tant que salariés, on veut que notre employeur respecte les critères environnementaux et participe au développement durable. Donc, pour aller motiver ces salariés, à les rendre plus heureux au travail, définir une stratégie ESG, c'est vraiment un levier d'action important et qui va se développer sur les prochaines années. Et enfin, un dernier intérêt que nous, on arrive bien à identifier, qui s'applique plutôt à la gestion d'actifs, à la gestion des actifs par les organismes d'assurance, c'est l'atténuation de ce qu'on appelle le risque de transition. Alors, le risque de transition, c'est quoi? C'est qu'on pense que d'ici les prochaines décennies, les différents États européens, et même au niveau mondial, vont mettre en place des mesures plus ou moins contraignantes pour atteindre des objectifs, notamment la neutralité carbone d'ici 2050, et ainsi limiter les conséquences du réchauffement climatique. Et finalement, la mise en place de mesures qui sont contraignantes, ça va mener à favoriser certains secteurs d'activité et défavoriser certains autres secteurs d'activité. Typiquement, les secteurs qu'on appelle à forte intensité carbone, c'est des secteurs qui vont émettre beaucoup de carbone pour produire, ils vont être normalement désavantagés par les futures mesures environnementales. Pour illustrer les risques de transition et plus généralement l'ensemble des tendances climatiques sur les prochaines décennies, alors l'ACPR a publié un exercice pilote climatique. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais on a réalisé il y a quelques mois avec Actuelia un premier webinaire sur ce sujet de l'exercice pilote climatique. Dans cet exercice-là, l'ACPR définit 3 scénarios de développement entre 2019 et 2050, et pour chacun des scénarios, elle va associer des prévisions à la fois macroéconomiques, donc du PIB, de la croissance, de l'inflation, du chômage, des prévisions en termes climatiques, des scénarios de catastrophe, des scénarios d'épidémie, de pollution, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, des prévisions par secteur d'activité de la croissance du chiffre d'affaires et de la croissance de la valeur ajoutée de chacun des secteurs. Et pour ce scénario-là, donc on a 3 scénarios qui sont définis. Un scénario qui est ordonné, c'est un peu le scénario idéal. On commence dès aujourd'hui à mettre en place des mesures environnementales qui nous permettent d'arriver à la neutralité carbone en 2050 en stimulant la croissance et l'emploi, donc avec une transition écologique qui est relativement douce. On a un second scénario, le scénario accéléré, où on ne va pas mettre en place de mesures sur les 5-6 prochaines années, et on va se réveiller vers 2025, 2030, et on va mettre en place des mesures très fortes pour atteindre rapidement la neutralité carbone, ce qui va déstabiliser l'économie. Enfin, le dernier scénario, le scénario du pire, c'est le scénario qui est dit retardé, c'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup de temps à mettre en œuvre notre transition écologique et on va commencer seulement à mettre des mesures assez lourdes à partir de 2030. Et pour chacun de ces scénarios, on a des prévisions, donc, comme je le disais, d'indices macroéconomiques et de chiffre d'affaires par secteur d'activité. Alors, on va se rendre compte qu'il y a pas mal de secteurs d'activité, typiquement la R&D scientifique, la santé humaine et le travail social, qui auront normalement entre 2019 et 2050 une croissance de chiffre d'affaires qui devrait tourner autour de 50-60% en Europe. Alors, sur 30 ans, ça équivaut à peu près à 1,5-2% de croissance par an, soit un trend qui est proche de la croissance potentielle de l'Union européenne. Par contre, si on s'intéresse à des secteurs qui sont soit plus intenses en termes de carbone ou qui sont plus destructeurs en termes de biodiversité, comme l'extraction minière ou les activités qui sont liées au pétrole et au charbon, on voit que dans le meilleur des scénarios,
on a un chiffre d'affaires qui est beaucoup moins dynamique pour l'extraction minière, plus 109% en 30 ans, et qui est atone, on va dire, pour les activités liées au pétrole et au charbon, donc plus 3%. Et on voit que si on regarde des scénarios un peu plus défavorables, donc le scénario accéléré et le scénario retardé, pour les activités liées au pétrole et au charbon, on s'attend à un effondrement de 50% du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment le risque de transition qui devrait en fait être intégré dans les stratégies de gestion d'actifs des organismes d'assurance et qui, en plus d'être intégré, pourrait aller participer aux stratégies ESG des organismes. Alors maintenant, vous allez me dire, que faire finalement concrètement pour amorcer une stratégie ESG? Alors, ça va dépendre en fait de votre position de départ. Si vous n'avez pas encore défini stratégie ESG, vous n'avez pas encore publié de rapport, la première étape, c'est commencer à réfléchir au sein de l'entreprise, faire un petit groupe de travail et lister tout ce qui existe déjà et les actions qui peuvent être réalisées de manière peu coûteuse. Alors il y a pas mal d'actions concrètes sur les slides, on va en détailler seulement certaines d'entre elles. Au niveau de la gouvernance, on peut assez facilement communiquer sur les équilibres de pouvoir au sein du conseil d'administration ou sur les stratégies de lutte contre le blanchiment. En termes sociaux, on peut s'assurer de la pérennité des contrats de travail. En termes environnementaux, on peut aller regarder sur nos actifs et aller s'assurer qu'on n'investit pas dans des entreprises qui sont liées à l'exploitation du pétrole et du charbon. Alors, ce n'est pas extrêmement coûteux de le faire. On peut regarder nos actifs en direct. On peut aller interroger nos prestataires financiers pour qu'ils vérifient que dans les OPC dans lesquels on investit, on n'a pas ce type d'actifs-là. Ça peut paraître être une petite mesure, mais finalement, quand on regarde aujourd'hui les rapports d'article 173 publiés par AXA, Allianz, par les gros du marché, on se rend compte que la principale mesure environnementale, c'est ça, c'est juste aller vérifier qu'on n'investit pas dans du charbon et du pétrole. Donc vous aussi, en tant qu'organisme de taille plus modérée, vous pouvez aller faire cette vérification-là qui est assez peu coûteuse en termes de temps et éventuellement aller un peu retoucher votre stratégie de gestion d'actifs. Une fois qu'on a publié un premier rapport d'article 173, une fois qu'on a amorcé la dynamique ESG, on peut essayer de l'approfondir au fil du temps en développant par exemple en termes de gouvernance la parité au sein du conseil d'administration et des instances dirigeantes. Côté social, on peut essayer de soutenir les filières de formation, on peut essayer d'aller investir dans la mobilité des salariés. Et côté environnemental, il y a pas mal d'actions qui sont soit en interne, soit avec nos stratégies de gestion d'actifs. Par exemple, on peut aller établir un bilan carbone de notre organisme. Alors, l'établissement d'un bilan carbone, ça va faire l'objet d'un webinaire dédié dans les prochains mois qu'on va animer. Et bien finalement, c'est d'aller lister l'ensemble de nos activités, l'ensemble de nos déplacements professionnels, le chauffage de nos locaux, le nombre de mails qu'on envoie, et associer à chacune de ces activités une émission de carbone. Donc on peut voir en fait qu'est-ce qui, dans notre activité, émet le plus de carbone, et on peut essayer d'aller réduire ces émissions-là, par exemple en faisant une rénovation thermique de nos locaux, et essayer de compenser ce qu'on n'arrive pas à réduire. Et enfin, comment est-ce qu'on peut affirmer sa stratégie ESG? C'est un peu l'idéal vers quoi on doit tendre en tant qu'organisme d'assurance. On peut aller sur le social, commencer à s'intéresser à des politiques de rémunération qui sont plus inclusives, à la gestion du stress au sein des équipes. Et sur le côté environnemental, c'est là que ça devient vraiment très intéressant. On peut aller, grâce à sa stratégie de gestion d'actifs, vraiment avoir un impact en allant, par exemple, investir seulement sur des fonds ou commencer à investir sur des fonds qu'on appelle ISR. Alors, les fonds ISR, c'est des fonds qui sont labellisés par le ministère de la Transition écologique et qui s'engagent à investir seulement sur des actifs, sur des entreprises qui ont un respect de certains critères ESG. Donc, on voit que finalement, sur les stratégies, le gros levier d'action environnementale, ce sont les actifs financiers et immobiliers. Donc, les fonds ISR, l'achat des obligations vertes. Du coup, à ce sujet, je vais vous passer la parole à Daniel Hédan qui va vous détailler les mécanismes qui sont derrière les obligations vertes. Merci beaucoup Thomas. Je vais vous emmener dans la salle des marchés. Hop, voilà, ça y est, parfait. Pour commencer, on va faire un petit sondage. Est-ce qu'on peut lancer le sondage ? Parfait. Alors, avez-vous déjà acheté un green bond dans votre mutuelle ou dans votre assurance ou dans votre IP? Avez-vous des actifs verts dans votre mutuelle ou dans votre assurance? Est-ce que vous croyez que vous en avez? Il y en a qui en ont, il y en a qui ne savent pas. Ok, c'est équilibré. C'est équilibré. Ok.
Parfait.